Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur la RE 2020. Comment on va expliquer comment on comprend les enjeux et la mettre en application. Donc, on attend encore quelques petites secondes, le temps d'accueillir les derniers participants. Et on commence le webinaire dans une minute ou deux. Bien, alors on va démarrer ce webinaire. Donc, je vais co-animer avec Lina Bourgeois, donc, qui est conseillère technique au pôle énergie. Lina est située, elle, à Dijon. Émilie Lachaud, qui est dirigeante du bureau d'études thermiques Néonergie, qui va nous rejoindre aussi, qui a vivement quelques petits soucis de vidéo. Je vais laisser, la voilà. Je vais laisser la parole pour l'instant à Lina qui va nous présenter le programme. Donc, bonsoir à toutes les deux et puis bon webinaire à vous. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cet accueil, David. Donc, nous sommes tous ensemble pour 1h15 environ pour un ordre du jour qui va se dérouler en 3 temps principaux. Nous allons d'abord faire un temps d'échange sur le contexte entre moi et David sous forme de questions-réponses qui va durer à peu près 15 minutes. Ensuite, c'est Émilie Lachaud qui va prendre la parole en tant qu'experte, en tant que bureau d'études, pour nous expliquer concrètement quelles sont les exigences en termes d'objectifs et quelles sont les incidences sur vos projets de cette nouvelle réglementation pendant une trentaine de minutes. Et nous avons consacré à peu près un quart d'heure à la fin à un temps d'échange. Et je vais essayer de changer de slide. J'ai toujours des difficultés. Voilà. Donc, je m'appelle, comme a dit David, Lina Bourgeois. Je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes le centre de ressources régionales dédié à la qualité environnementale du bâti. Et nous travaillons à destination de l'ensemble des professionnels du bâtiment pour organiser des formations, des temps de sensibilisation comme ce soir ou des informations d'une manière générale avec une finalité qui est de construire des bâtiments plus vertueux et moins impactants sur l'environnement. Donc, parmi ces actions, on organise quelquefois ça en partenariat. D'une manière générale, on est financé par la région et l'ADEME, c'est que je dis ça aussi. Et ce soir, on organise cet événement en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vais te laisser dire un mot là-dessus, David, pour vous présenter. Oui, donc moi j'interviens en tant que conseiller développement durable au sein de la Chambre de métier. Donc on est 7 conseillers, enfin 8 conseillers. Il y a Sophie encore dans le loup qui n'apparaît pas sur la carte. On est 8 conseillers sur la Chambre de métier qui intervenons sur les grandes thématiques du développement durable que sont l'énergie, des diagnostics aussi sur la pratique environnementale et les déchets, une labellisation réparateur. Enfin, on essaie de couvrir tous les thèmes du développement durable et d'intervenir également sur l'ensemble du territoire. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à croiser les compétences des uns et des autres pour vous amener une réponse de manière territoriale. Donc, j'ai vu une petite question passer. Si, il y a bien quelqu'un en Haute-Saône. On couvre aussi les zones où sur la carte il n'y a personne, ne vous inquiétez pas, monsieur. Donc, avant de se rentrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas accès ni à vos caméras ni à vos micros. On se les réserve ce soir parce que vous êtes assez nombreux à vous être connectés. Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas effectivement nous adresser la parole. Donc, vous avez l'habitude maintenant, après 1 an et demi de Covid, avec cette interface Zoom. Donc, vous avez un onglet discussion. Donc, dans l'onglet discussion, c'est un chat. Vous pouvez nous féliciter, nous interroger sur des problèmes techniques ou des choses comme ça. Par contre, il y a un deuxième onglet qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Et donc, dans ce module Q&R, vous pouvez poser vos questions qu'on relèvera si c'est vraiment une question bloquante au fur et à mesure de la présentation, sinon plutôt dans le temps d'échange à la fin de l'événement de ce soir.
Ouais. On vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions-réponses parce que ça nous permet de traiter en direct et au besoin après de vous recontacter par la suite puisque dans Zoom, les questions-réponses sont hiérarchisées, donc, enfin, sont enregistrées, pardon. Donc voilà, privilégiez plutôt l'onglet questions-réponses à discussion. Merci. Voilà. Et puis aussi, pour clarifier tout de suite, le support de présentation, les supports de présentation ainsi que l'enregistrement de l'événement seront disponibles sur le site du Pôle Énergie et sur le site de la CMA après le rendez-vous. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et nous allons passer à ce premier temps d'introduction sous forme de questions-réponses pour essayer de rendre ça un petit peu plus vivant que juste le défilement des slides. Donc, alors voilà, donc la grande question, déjà avant de se lancer vraiment dans le détail, si, le RE 2020, on parle de ça, mais finalement, c'est quoi en fait? De quoi on parle? Donc la RE 2020, c'est la nouvelle réglementation qui remplacera prochainement et progressivement la RT 2012. Donc c'est la réglementation qui est obligatoire pour toute nouvelle construction. On va rentrer dans les détails. Donc, c'est important de retenir que ça remplace la RT 2012 et qu'elle est obligatoire pour toute construction nouvelle. Donc, la RT 2012, elle ne suffisait pas. Donc, il a fallu, est-ce qu'il a fallu réinventer une nouvelle réglementation? La réglementation, elle évolue? Alors oui, la réglementation évolue et il y a plusieurs raisons à ça. Et la raison principale, c'est celle dont on est tous conscients, c'est le changement climatique. Donc, on sort tout juste du COP26. Il y a eu des décisions prises qui sont quelquefois pas forcément en cohérence avec la RE 2020, mais le changement climatique est une réalité. Vous voyez à votre écran notre région, Bourgogne-Franche-Comté, et en fait le changement climatique constaté depuis 30 ans. Donc, si on regarde, par exemple, puisque Émilie, par exemple, est à Besançon ce soir, si on regarde le secteur de Besançon, on voit qu'en 30 ans, il y a 15 jours de plus par an avec plus de 25 degrés et il y a moins 14 jours de gel par an. Donc, le réchauffement climatique est bien réel et les problématiques vont bien au-delà de ça. Donc, c'est bien pour ça que la réglementation évolue pour tenir compte de ça. Et pour lutter contre le changement climatique et ses effets, la France s'est engagée, a retenu quelque chose qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc, la stratégie nationale bas carbone comprend un engagement français d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'on ne doit plus influencer le climat de la même façon qu'on fait aujourd'hui. C'est indispensable de changer les pratiques dans le bâtiment comme dans tous les autres secteurs économiques. Mais le fait est que si vous regardez les deux images en bas de l'écran, que d'un point de vue consommation énergétique, le secteur du bâtiment représente 46% de l'ensemble des consommations énergétiques au niveau national. Et concernant les émissions d'effet de serre, l'impact du bâtiment pèse 19%. Donc, c'est un secteur économique qui a beaucoup d'impact sur le changement climatique et c'est pour ça que c'est indispensable aussi pour ce secteur d'agir. Comme les autres secteurs, bien évidemment, mais ce soir, on parle du secteur du bâtiment. Donc, l'objectif finalement du RE 2020, c'est quoi? Alors, il y a quelques grands objectifs de cette nouvelle réglementation. Et c'est d'abord de donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sobriété énergétique? C'est d'abord de réduire les besoins en énergie. En isolant, par exemple, bien un bâtiment, d'emblée, elle va consommer moins de chauffage. Donc, on va essayer d'abord de limiter les besoins en énergie par la conception. Et l'énergie ensuite qu'on va consommer, on va essayer de faire en sorte qu'elle émet le moins de dioxyde de carbone possible. Et les énergies typiquement très émetteurs de CO2, ce sont le fuel et le gaz. Donc, on va tendre vers d'autres types d'énergie qui émettent moins de CO2. On va aussi, et ça c'est une nouveauté de cette réglementation,
essayer de réduire l'impact carbone de la construction des bâtiments. Parce que ce n'est pas que les sources d'énergie qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, c'est aussi finalement toute activité économique et typiquement aussi la construction. Donc, quand on construit un bâtiment, on extrait des matières premières, on transforme ça en produits, en matériaux qu'on transporte et qu'on met en œuvre, etc. Et tout ça, ça consomme de l'énergie et donc émet des gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça on s'intéresse désormais à l'impact carbone des composants des matériaux de construction. Et c'est vraiment une nouveauté dans la réglementation. Et puis, le dernier point, comme je viens d'illustrer par la slide sur les températures, il fait chaud et il fera de plus en plus chaud. Donc, le dernier grand objectif de cette nouvelle réglementation, c'est de garantir par la conception la fraîcheur dans le bâtiment en cas de forte chaleur. Alors, Lina, la RE 2020, c'est quelque chose qui était prévu ou c'est une nouvelle surprise? Enfin, c'est une surprise, cette réglementation. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui travaille dans le bâtiment sait qu'il y a beaucoup de réglementations et qu'on s'en plaint régulièrement qu'il y en a de trop, mais celle-ci, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas parce que la RT 2012 qui est sortie en RT 2012, je vous ai sorti le communiqué de presse qui date de cette époque-là, de 2012, et vous voyez que déjà à l'époque, quand la RT 2012 est sortie, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, il y avait déjà une baisse des consommations qui était engagée avec le Grenelle de l'environnement et qui a été engagée dans les années 2000. Les réglementations successives ont baissé les consommations énergétiques dans les bâtiments. En RT 2012, ce dossier de presse a déjà annoncé l'arrivée de la RT 2000. Ça s'appelait à l'époque la RT 2020, ça s'appelle maintenant RE 2020. À l'époque, on prévoyait que toutes les nouvelles constructions allaient être des bâtiments à énergie positive. Vous allez voir que ce n'est pas le cas, mais on sait déjà depuis 2012 qu'en fait, on allait avoir une nouvelle réglementation. Elle était prévue, elle était annoncée. Et en plus, c'est une évolution réglementaire qui a été préparée et testée. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'expérimentation E+, C-. C'est une expérimentation nationale qui a eu lieu depuis 2017, où en fait, différents maîtres d'ouvrage privés ont pu tester cette méthodologie sur 1400 bâtiments différents, que ce soit des logements, des bâtiments tertiaires de différents types. Et ça a permis de caler les objectifs et la méthodologie. Donc, on sait déjà depuis 2012 que la RE 2020 va arriver. Depuis 2017, on connaît aussi très largement les contours de cette nouvelle réglementation. Ok. Donc, alors, par contre, donc on a compris un peu dans les grandes lignes la différence, mais par contre, la RE 2020, alors, c'est pour quel projet, alors, finalement? C'est pas ce que j'avais prévu de dire. Okay. Donc, je vais dire ce que j'avais prévu de dire. Alors, non, mais attends, je te la refais, c'est pas un souci. Donc, la différence, donc il y a une petite inversion dans les diapos, c'est pas bien grave. Donc, la différence entre la RT 2012 et la RT 2020, c'est quoi alors? Il y a plusieurs différences, évidemment, mais la principale différence, c'est celle que la RT 2012, c'était une réglementation thermique qui s'intéressait surtout aux consommations énergétiques du bâtiment, alors que la RE 2020 est annoncée comme une réglementation environnementale. Donc, elle s'intéresse toujours, évidemment, à la performance énergétique du bâtiment, mais elle s'intéresse aussi, et comme on a vu précédemment, à l'impact carbone à la fois du bâti et des consommations énergétiques. Et elle intègre cet objectif fort sur le confort d'été. D'accord, donc du coup maintenant, donc la RE 2020, c'est pour quel projet? Alors, on y arrive. Oui. On y arrive. C'était pour vérifier qu'on était encore en phase. Donc, la RE 2020, elle s'applique uniquement aux projets de construction neuve. Donc, c'est important, on se rend compte en échangeant avec beaucoup de personnes qu'il y a pas mal de confusion encore, mais c'est important, les projets de rénovation ne sont pas concernés par la RE 2020.
Par contre, c'est important de peut-être intégrer que la dernière réglementation sur le projet de rénovation date de 2007-2009, la RT dans l'existant. Puis il est probable qu'il y aura aussi une mise à jour pour la rénovation et que la rénovation a tendance à être souvent contaminée par ce qui se passe dans le neuf. Donc, il faut peut-être s'attendre aussi à une évolution dans la rénovation. Mais là, ce soir, on reste dans la RE 2020 et elle s'applique uniquement aux projets de construction neuve. Dans un premier temps, elle s'applique uniquement aux maisons individuelles et aux logements collectifs. Donc, tous les projets de logement. Pour les autres types de bâtiments, dans un premier temps, les exigences de la RT 2012 sont conservées jusqu'à la mise en place progressive de la RE 2020. Donc, on va regarder les éléments de calendrier. Donc, le calendrier. Donc, c'est la question que je comptais te poser, Lina. C'est à partir de quand? Merci pour cette question. Donc, pour les logements, tous les projets de logement, c'est imminent parce que ça concerne tous les permis de construire qui sont déposés à partir du 1er janvier 2022. Donc, toute nouvelle construction qui déposera son permis de construction à partir du 1er janvier doit appliquer la RE 2020. Il y aura ensuite une mise en place progressive pour d'abord les bâtiments de bureaux et d'enseignement. Donc là, ça s'appliquera pour les permis de construire à partir du 1er juillet 2022. Et ensuite, on annonce pour les autres types de bâtiments, type commerce par exemple, ou bâtiments industriels, plutôt à partir du 1er janvier 2023. Mais ce soir, on va se concentrer davantage sur les maisons individuelles. OK. Donc ça, on a vu pour les questions de planning. Donc maintenant, concrètement, on parle de quoi quand on parle de la RE 2020? Ben justement, c'est Émilie qui va nous en parler. Donc, Émilie Lachaud, qui est gérante de bureau d'études Néo-Énergie. Donc, Émilie, on va te donner la parole et je vais arrêter le partage. Et tu vas pouvoir partager l'écran à ton tour. Bonjour à tous, Émilie Lachaud, bureau d'études Néo-Énergie. Je suis basée à côté de Chalon-sur-Saône. J'ai une équipe de 7 personnes et je travaille exclusivement dans la rénovation. Dans la rénovation, on intervient sur des audits énergétiques et j'ai vu déjà des questions-réponses sur qu'est-ce qu'on fait de la rénovation. Est-ce qu'on laisse aussi finalement ce bâtiment de côté? J'y répondrai plutôt en fin d'intervention et là, je vais me polariser une demi-heure avec vous sur le bâtiment neuf, la réglementation environnementale. Voilà, essayer de démystifier ce sujet où on entend énormément de choses. Donc, vous donner aussi des clés de langage pour pouvoir en parler aux clients qui est aujourd'hui désinformé souvent sur ce sujet. Si on fait un bref rappel, les réglementations thermiques, au début, ont été initiées en France suite à des chocs pétroliers, donc l'augmentation effectivement de prix de l'énergie. Depuis 2000, on a accéléré le changement des réglementations, mais toujours basé sur la consommation énergétique, sur ces kilowatts. En 2000, effectivement, on a commencé à comptabiliser 4 postes de consommation, chauffage, ventilation, éclairage et eau chaude sanitaire, pour arriver en 2005 à 5 postes de consommation, puisqu'on a rajouté, c'était le début, le première consommation de refroidissement. RT 2005, si on se souvient, il n'y avait rien d'extraordinaire techniquement. On a vu l'arrivée en France des vitrages peu émissifs et de la ventilation hygroréglable. Il a fallu attendre la RT 2012 avec la généralisation des bâtiments BBC pour commencer à s'intéresser réellement aux équipements de la maison individuelle et de travailler sur des générateurs hydrauliques puisque ça a été l'arrêt du chauffage électrique en France. L'ARE 2020, Lina nous l'a dit, c'est une application pour les permis de construire au 1er janvier 2022. C'est aujourd'hui les contacts que vous avez en construction qui sont déjà sur cette exigence, c'est-à-dire qu'on a inscrit une réglementation qui n'était plus liée qu'à la consommation énergétique, mais comme vous le voyez, ce logo, il est vert, mais à l'empreinte carbone de ces bâtiments sur une durée de 50 ans. Alors, l'échéance, je vous l'ai dit, elle est au dépôt de permis au 1er janvier 2022. Et à partir de là,
tous les 3 ans, sur tous les indicateurs que je vais vous présenter, on va abaisser ces seuils pour pouvoir effectivement être de plus en plus vertueux pour l'environnement et de travailler nos consommations de plus en plus basses. Le moteur de calcul, les textes, nous les avons eu cet été avec les logiciels. Donc aujourd'hui, on sait concrètement comment concevoir un bâtiment RE 2020. Donc, on a effectivement des indicateurs que je vais vous présenter sur les 3 thématiques qu'a évoqué Lina sur la RE 2020. Ces 3 thématiques, elles sont celles-ci. Effectivement, on va donner de la sobriété énergétique. On peut dire que la sobriété énergétique, elle a été traduite par les pouvoirs publics à un B-bio à 30% de mieux que la RT 2012. Je vous expliquerai aujourd'hui l'impact du B-bio, mais c'est-à-dire qu'on a demandé une grosse exigence sur le bâti de la maison individuelle et des bâtiments collectifs. La décarbonisation de l'énergie, elle se traduit tout simplement par effectivement un arrêt de l'énergie fossile, donc du gaz, dans la maison individuelle, et on verra que le collectif se sera impacté, mais seulement dans le prochain seuil 2025. Deuxième objectif de la RE 2020, effectivement, c'est l'environnemental. On va calculer une analyse de cycle de vie du bâtiment. Avant, on ne fournissait qu'au dépôt de permis un B-bio, une étude thermique. Maintenant, on va réaliser l'analyse de cycle de vie. Troisième objectif, garantir la fraîcheur entre cas de forte chaleur. Oui, les canicules sont en répétition. Enfin, cet été me fait un petit peu mentir, mais toutefois, il y a un enclenchement du réchauffement climatique. Il faut qu'on revienne à une conception plus bioclimatique de nos bâtiments. En tous les cas, la réglementation environnementale va nous donner un indicateur, le DH, qui va contrôler cette conformité. Alors, 3 objectifs, 3 catégories d'indicateurs. Premier objectif sur l'énergie, on va retrouver, comme vous connaissiez déjà sur la RT 2012, un coefficient B-bio et un coefficient CEP. Le B-bio, je ne m'intéresse qu'au bâti de la maison. Le CEP, j'y intègre les rendements de nos générateurs et je trouve une consommation en kilowatts. Nouvel indicateur de la RE 2020, un CEP non renouvelable. Pour quelles raisons les pouvoirs publics ont introduit cet indicateur? Tout simplement au démarrage de la RT 2012, quand on a commencé à modéliser le nouveau moteur, eh bien, les constructeurs, les promoteurs, les maîtres d'œuvre ont réclamé à avoir de nouveau le plancher chauffant électrique. Et on se rendait compte qu'il n'était pas possible de l'avoir autrement que d'avoir un B-bio à 30%, 35% de mieux que la RT 2012. Mais si en RE 2020, on impose un B-bio à ce niveau, on aurait pu très bien revoir revenir le chauffage électrique en France. Alors, on a créé un CEP non renouvelable, un indicateur qui comptabilise tous les kilowatts d'énergie utilisés qui ne sont pas issus de l'énergie renouvelable. Et si mon CEP non renouvelable est au-dessus du max, je n'ai pas le droit de construire le bâtiment. Il est là en termes de garde-fou, en tous les cas, sur l'utilisation de l'effet Joule. Deuxième catégorie d'indicateurs, le carbone. Et sur le carbone, vous verrez que sur mon analyse de cycle de vie, je vais faire un focus sur 2 données, l'IC construction, qui va impacter l'ensemble des produits de construction que je vais mettre dans mon bâtiment, et l'IC énergie, où je vais faire un focus sur l'émission de gaz à effet de serre liée uniquement à l'énergie utilisée dans le bâtiment. Et on n'a pas écrit dans la réglementation, l'énergie fossile sort de la réglementation. C'est du politiquement incorrect. On a juste mis un niveau IC énergie qui, en fait, va systématiquement, quand je modélise une maison en chaudière gaz, va être supérieur à ce niveau autorisé. Troisième objectif, on a parlé de confort d'été, eh bien, on a un nouvel indicateur, c'est le degré d'heure d'inconfort. Je vais comptabiliser le nombre de degrés d'heure d'inconfort sur l'année, le nombre d'heures où j'ai plus de 26 degrés à l'intérieur de mon bâtiment. Et si je dépasse en fait des seuils, je n'ai pas le droit de construire. Alors, pour rappel, c'est toujours les mêmes zones climatiques qu'on a connues en RT 2012. Donc, les voici. Et toujours les mêmes seuils d'altitude, 400 et 800 mètres. La bonne nouvelle, alors vous verrez que les données météo ont été changées. Comme disait Lina, on a actualisé effectivement avec les modifications de climat, les températures de site.
Mais on a aussi donné un droit consommé supplémentaire quand on change d'altitude. C'est-à-dire que souvent, quand je construisais une maison en dessous de 400 mètres, si je la construisais sur la tranche 400-800, eh bien, il fallait que je rajoute de l'isolation. 800 mètres, je rajoute encore plus d'isolation. On peut dire que le droit consommé qu'on nous a donné à cause de la température du site est plutôt adapté puisque j'ai un descriptif en fait qui n'évolue pas forcément de façon d'altitude. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer en tous les cas l'évolution de vos descriptifs suivant l'altitude du site. Autre changement, le dénominateur. Tous ces indicateurs, avant BBio, CEP, ont divisé par la SRT. C'était une surface au sens de la réglementation. C'est-à-dire que je prenais ma surface habitable, je prenais l'emprise des murs et c'était le dénominateur de mon indicateur. Aujourd'hui, ce dénominateur, c'est la CHAB. C'est la CHAB parce que c'est quelque chose qu'on connaissait déjà sur les DPE. Les DPE, quand vous aviez vos postes de consommation pour trouver la lettre, eh bien, le dénominateur, c'était la surface habitable du logement. La réglementation dans le neuf vient reprendre une typologie de calcul qu'on avait dans l'ancien. Le BBio, c'est le coefficient aujourd'hui qu'on évoque à chaque réunion RE 2020 et il est important parce que la barre est haute. Effectivement, la volonté, c'est d'aller chercher 30% de mieux que la RT 2012. Pour rappel, le BBio ne se focalise que sur les pouvoirs isolants de vos produits mis en œuvre, sur l'orientation, la compacité, l'étanchéité à l'air de votre bâtiment. On ne varie pas le BBio, quelle que soit la marque de pompe à chaleur, la marque de ballon d'eau chaude utilisée, la marque de ventilation. Ça n'impacte pas le BBio, les équipements n'impactent pas le BBio. Et ce BBio, aujourd'hui, clairement, au quotidien, je dois aller chercher entre 20 et 25 points de BBio à gagner. Et donc, ces 25 points, on va les trouver sur toutes les composantes du bâtiment. Je vous montrerai un petit peu où on va les chercher actuellement quand on construit les nouveaux descriptifs. Et puis, la nouveauté dans le BBio, je dois calculer le besoin de froid. Et oui, en RT 2012, je ne calculais le besoin de froid uniquement que si j'avais de la climatisation dans le bâtiment. Maintenant, on demande à avoir dans le calcul BBio le besoin de froid, même si je n'ai pas de réversibilité. Une fois que j'ai le BBio, donc j'ai mon besoin de chauffage de calculer, je vais rentrer les pertes, les rendements de votre générateur et à partir de là, je vais retrouver ma consommation, chauffage, eau chaude et ce qui va déterminer la future classe énergétique des bâtiments. Vous êtes aussi censé savoir qu'au 1er juillet, on a eu une grosse réforme des diagnostics de performance énergétique. J'en parlerai puisqu'aujourd'hui, ça peut déclasser des bâtiments de façon de deux classes suivant l'énergie qu'on a utilisée. Le CEP non renouvelable, je vous l'ai dit, il est nouveau. Il a l'utilité de bloquer effectivement l'utilisation des péjoules à outrance. Et effectivement, ça peut poser problème sur certaines zones climatiques. Entre autres, aujourd'hui, j'ai quelques soucis sur des zones qui sont plutôt sur le bassin méditerranéen où on a effectivement un CEP qui est très, très faible. Là, on n'autorise pas du tout la consommation. Mais en tous les cas, le CEP non renouvelable nous rappelle aussi qu'il faut utiliser des générateurs performants et l'effet Joule qui pouvait être souvent couplé à un système de paquet RR et là, pour le coup, sort de la réglementation environnementale. On a vu donc sur la partie énergie qui est portée par l'étude thermique. Maintenant, sur la partie carbone, on va retrouver une analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, en France, il a été pris en compte une méthode dynamique, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on va rentrer toutes nos quantitatifs de gaz à effet de serre, tous nos matériaux, et on va impacter de l'extraction des matières premières jusqu'à la destruction du bâtiment, donc sur une période de 50 ans. Le périmètre de cette analyse, c'est le bâtiment et sa parcelle. Mais sur sa parcelle, c'est uniquement les éléments nécessaires au fonctionnement. Donc effectivement, les clôtures, les portails ne sont pas intégrés aujourd'hui dans l'analyse de cycle de vie. Vous verrez que ces indicateurs, pour l'instant, ont vocation à faire de la pédagogie et à ne pas sanctionner. On va dire que les choix aujourd'hui de matériaux que vous avez utilisés sous la RT 2012, on a une continuité de ces matériaux sur la RE 2020.
ce sera plutôt sur le seuil 2025 où on va commencer à travailler sur des matériaux différents et où le terme biosourcé va prendre de plus en plus d'ampleur. Pour faire ces analyses de cycle de vie, je dois partir sur des éléments, des calculs qui sont faits, effectivement, des données environnementales. Et là, on va prendre des données environnementales qui sont soit spécifiques, ce sont des fiches FDES, qui sont soit individuelles, soit collectives. C'est-à-dire, soit elles sont portées par un industriel, exemple sur 1 mètre carré de laine de verre, on a une fiche FDES qui est portée par l'industriel qui le produit, et on a un calcul très précis, soit dans certaines typologies de produits, type menuiserie, ça peut être des fiches de données environnementales et sanitaires qui sont collectives, portées par un syndicat. Il faut savoir que ces fiches sont toujours vérifiées par une tierce partie et qu'elles ont une validité de 5 ans. Pour tout ce qui est produits d'équipement dans la maison, donc tout ce qui est pompe à chaleur, ventilation, on a des fiches qui sont des fiches PEP ici, mais pour l'instant, le lot chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire est pris par défaut. Et puis, on a un autre type de données, c'est les données environnementales par défaut, qui, elles, ce sont des données qui sont issues du ministère. Alors, autant vous dire que quand on prend le ministère, on a une donnée environnementale qui peut être effectivement plutôt importante. Syndicat, on va réduire notre donnée environnementale et industriel, on va être de plus en plus précis. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement pour les industriels de faire calculer les fiches FDES de leurs produits pour pouvoir avoir une bonne valorisation. Et aujourd'hui, sur les fiches FDES, alors autant quand on a commencé l'expérimentation E+, C-, c'était laborieux parce qu'il nous manquait beaucoup de composants. Aujourd'hui, on a une massification des fiches FDES. On a encore des points et des éléments de la construction où on n'a pas de données. Pour faire cette analyse de cycle de vie, je vais me baser sur 5 contributeurs. Je vais partir sur la page chantier, construction, réhabilitation et démolition sur 5 ans. On va prendre aussi tout ce qui est en lien avec l'eau pendant la durée de vie du bâtiment, tout ce qui est composant, donc comme je viens de vous préciser, les produits de construction et équipement, lycée énergie, celui qui va être sur l'énergie utilisée, et lycée parcelle. Sur ces 5 contributeurs, ceux qui pèsent grandement sur l'étiquette, ce sont lycée composant, le PCE et lycée énergie. Ils pèsent honnêtement entre 45% et 50% de l'étiquette globale. En fait, quand on regarde le lot chantier et eau, ça va avoir un impact à un moment de vie du bâtiment, mais quand on les lit sur 50 ans, finalement, ça ne pèse plus trop au niveau de l'empreinte globale. Alors, sur lycée construction, on a en fait l'addition de lycée composant et lycée chantier. Et là, en fait, je vais prendre tous les DQE, tous vos quantitatifs, 1 mètre carré de tuiles, 1 mètre carré d'isolant de mur, 1 mètre carré d'isolant de sol. Je vais multiplier par un coefficient de renouvellement. Sur chaque fiche FDES, j'ai en fait la durée de vie du produit. Donc, je vais multiplier par le nombre de fois où je vais le renouveler sur 50 ans. Et puis, je vais appliquer la donnée environnementale. À partir de là, je vais avoir l'émission à gaz à effet de serre du produit et je vais additionner pour toutes les composantes. Et il faut que cette IC construction il soit inférieur à un IC maximum autorisé en France. Sur les composants de la maison, on va partir des VRD, des fondations, de la maçonnerie. On va aller jusqu'au réseau électrique. Tout ce qui constitue le bâtiment est en fait intégré. Vous voyez, je vous ai mis rapidement l'impact sur une maison. On a les 13 lots. Aujourd'hui, ce qui impacte le plus, c'est clairement tout ce qui est lié à la maçonnerie, donc à la structure, à tout ce qui est lié au CVS, donc chauffage, ventilation, refroidissement, parce que c'est un lot forfaitaire aujourd'hui. On n'a pas de la saisie détaillée. Et puis, sur certaines maisons, on peut aussi avoir un impact fort sur le lot façade menuiserie, puisque sur les menuiseries alu, on a des valeurs aujourd'hui qui sont par défaut et qui sont plutôt pénalisantes. Vous voyez l'évolution de cette IC construction. 2022, il est à 640 kg équivalent CO2 et on voit rapidement qu'en 2025, on va aller à 530. Il y a une dynamique qui va se mettre tous les 3 ans. C'est rien, 3 ans, hein, le temps effectivement d'appréhender ces niveaux. Tous les 3 ans, eh ben, on va aller renforcer l'exigence sur les gaz à effet de serre, tout comme on va renforcer le BBio, le CEP.
Donc, je vous ai dit, sur l'empreinte carbone, premier indicateur, lycée composant. Deuxième indicateur, lycée énergie, où là, je vais prendre en fait l'impact carbone de l'énergie utilisée dans le bâtiment. Et à l'arrivée de la RE 2020, on a un petit peu changé les règles sur les données environnementales des énergies, puisque sur l'empreinte carbone de l'électricité, on a divisé par 2,3 pour atteindre 79 kg de CO2 au kilowatt. Et pour le gaz, on est à peu près à 220 grammes CO2 de kilowatt. Donc voilà, donc on a clairement une énergie aujourd'hui en France qui est dit une énergie propre, hein, et donc par sa donnée environnementale. Voilà, vous avez en dessous donc les seuils maisons individuelles et collectives. Là, on voit une grosse différence parce qu'aujourd'hui, clairement, le monde du collectif n'est pas prêt à utiliser encore l'énergie renouvelable. Alors, il y a effectivement les produits arrivent, hein, les systèmes de pompe à chaleur thermodynamique en grosse puissance commencent à arriver, mais surtout, c'est la mise en œuvre, les artisans pour pouvoir concevoir ce type d'installation et puis l'exploitation, hein, le suivi d'exploitation de ces bâtiments. En tous les cas, en 2025, vous voyez que radicalement, on va les pousser à utiliser des énergies qui sont décarbonées. Troisième thématique, le confort d'été. Alors, nouvel indicateur, 1 degré d'heure d'inconfort. Celui-ci, la base, c'est le scénario de la canicule de 2003 dans le calcul et il réagit suivant 2 seuils. Le premier seuil, si j'ai plus de 1250 degrés d'heure, j'ai l'interdiction formelle de construire le bâtiment. Si je suis en dessous de 350 degrés d'heure, pas d'impact sur mon calcul. Par contre, si je suis entre 350 et 1250, je vais avoir une pénalité sur mon calcul BBio en termes de besoin de froid, donc qui va se rajouter sur le BBio à obtenir donc en dessous du BBio max. Donc, ça va effectivement nécessiter peut-être des casquettes au niveau des vitrages, un meilleur pilotage des occultants, enfin voilà, ce type de… En tous les cas, on va devoir, pour descendre cette degré d'heure d'inconfort, travailler sur du rafraîchissement passif, puisque ce calcul, même si vous avez de la climatisation dans le bâtiment, il est automatiquement dans le calcul shunté pour pouvoir avoir le vrai degré d'heure sur la conception de ce bâtiment. Et on voit typiquement qu'il réagit suivant ces 4 composants. L'inertie du bâtiment, effectivement, si je vais être en inertie plutôt légère, type ossature bois, je serai malheureusement plus pénalisée que sur une structure maçonnée. L'orientation des vitrages, le pilotage, de quelle façon je vais piloter mes occultants, une gestion, une programmation, la présence de masques proches ou lointains. Ces 4 composants vont calculer le degré d'heure d'inconfort. La température qui a été prise en référence, c'est 26 degrés. Et en fait, je vais prendre le nombre d'heures où j'ai plus de 26 dans le bâtiment. Imaginons que j'ai 28 degrés pendant 3 heures. J'ai donc 28 moins 26, 2 degrés d'heure d'inconfort en plus. Sur 3 heures, je vais donc avoir 6 degrés d'heure d'inconfort. Et ça, je le fais de la période du 1er mai au 1er octobre. Et on a dit, au-dessus de 1250, on ne peut pas construire le bâtiment. Voilà. Clairement, aujourd'hui, ça pose problème sur l'ossature bois, sur, on va dire, les zones H3, H2D, qui sont plutôt le sud de la France, où là, j'ai des gros soucis sur le nombre de degrés d'heure d'inconfort. Ça m'arrive même de ne pas avoir de solution technique pour rabaisser en fait, ce degré à une conformité. On va retrouver des autres exigences. Donc là, on a des indicateurs avec des seuils maximum. Les autres exigences, c'est les mêmes que la RT 2012, vous les connaissez. Le fameux 1/6 de surface vitrée. Alors, pour provoquer, j'ai mis une belle photo de ce qui est un petit peu compliqué à faire sous la RE 2020. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 1/6 de surface vitrée qui nous est demandé, mais si on s'en éloigne, eh bien, si on s'en éloigne, on va être impacté lourdement sur le BBio. Quand je vous parle qu'il faut déjà récupérer une vingtaine de points sur le BBio, si en plus par la conception, je rajoute 5-6 points, ça va être de plus en plus complexe. En tous les cas, plus en plus complexe sur le prix de vente du bâtiment. Techniquement, on trouve toujours des solutions pour rendre un BBio conforme, mais après, c'est le ratio aussi économique. Si je m'éloigne de ce 1/6, si je mets pratiquement 10 mètres carrés de plus du 1/6, eh bien, il faut savoir que
c'est où j'ai des surfaces vitrées, même si elles sont performantes avec des UW de 1,3, 1,4, je n'ai pas finalement la déperdition du mur qui est à 0,20, 0,25, et donc je vais être 7 fois plus déperditif. Et même si je bénéficie de l'apport solaire annualisé, je vais quand même être sur un calcul qui va être plus défavorable que sur un bâtiment qui respecterait strictement les 1/6. L'étanchéité à l'air est toujours une exigence, donc toujours le test de perméabilité à l'air. Il reste à 0,6 m3 par heure et par mètre carré. Tout simplement, on n'a pas eu le souhait de bouger cet indicateur parce qu'il est en lien, l'étanchéité à l'air est toujours en lien avec un autre sujet du bâtiment, c'est la ventilation. Et vous verrez s'il y a bien quelque chose qui n'évolue pas, et là, franchement, c'est un gros regret de ma part, c'est les systèmes de ventilation. On continuera la RE 2020 avec des systèmes de ventilation hygroréglables. Et par contre, ce qu'on va imposer, c'est une mesure sur la valeur de perméabilité. Ce que je veux vous dire, c'est que même si c'est 0,6, la profession aujourd'hui vise beaucoup plus bas. Elle se donne des objectifs de 0,3, 0,4 parce que tout simplement, effectivement, dans le calcul, si on va améliorer la qualité de chantier et le suivi chantier pour avoir des niveaux d'étanchéité à l'air plus contrôlés, eh bien, on va attendre plus rapidement aussi sur le Bébiomax parce que ça peut être rapidement 4-5 points de Bébio qu'on a effectivement de gagner. Donc, de ne pas alourdir le bâti, les murs, les sols ou d'aller chercher un autre vitrage dans la conception de son bâtiment. Et je vous ai dit, l'étanchéité à l'air, on ne la bouge pas parce qu'elle a un lien tout simplement avec le système de ventilation. Le système de ventilation, aujourd'hui, le constat qu'on fait, il y a une étude des CRMA qui a été publiée, c'est que 3 maisons sur 10 seulement ont la conformité sur le système de ventilation. Donc, avant de rendre nos bâtiments très étanches, il faut s'assurer que nos systèmes de ventilation ils fonctionnent en France. Et au vu de l'étude thermique, de l'étude réalisée terrain, ce n'est pas le cas. Donc, l'ARE 2020 a voulu déjà remettre un contrôle avant de changer les systèmes de ventilation en France. On a déjà contrôlé nos systèmes et tout simplement, on fait une pression, un test de pression à la bouche et on mesure le débit en fait de cette façon et on s'assure que notre ventilation a bien le débit souhaité. Ça, c'est une révolution, hein. Clairement, moi, j'accompagne des professionnels. Aujourd'hui, c'est clairement anxiogène parce qu'on sait très bien que ce test, il arrive en fin de construction, quand tout est fermé, et que si on n'a pas la pression à la bouche, va falloir faire une destruction d'une partie de l'intérieur des cloisons pour pouvoir la remédier à la conformité. Alors, les principales sources de non-conformité, c'est… Alors, des fois, on a effectivement des entrées d'air, des bouches d'extraction qui ne sont pas sur le même marque, donc qui ne respectent pas la vie technique. On a des rejets de toiture qui sont en 125, alors qu'aujourd'hui, c'est un diamètre 150-160 qui devrait être sur tous les rejets de toiture de ventilation. On a des coudes, on a des gaines écrasées. Enfin, vous connaissez peut-être même mieux le chantier que moi. En tous les cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention parce que c'est le contrôle, il va être sur la sanction. Comme le test d'étanchéité à l'air, il faut préparer la profession. De quel constat on part? Alors, nous, on réalise des études thermiques sur le quart nord-est de la France. Je vais aller Lille, je vais descendre jusqu'à, on va dire, Lyon, l'Alsace, Paris, Orléans. Et la surface, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est déjà qu'on a une surface habitable moyenne qui fait 116 mètres carrés. Alors, la surface habitable en France moyenne, c'est 105. Vous voyez que j'ai une typologie de clients, je travaille plutôt sur le petit faiseur, hein, le constructeur, on va dire, de 1 à 40 maisons. Et clairement, la surface habitable aujourd'hui, elle est en perpétuelle augmentation. Ce n'est pas une bonne nouvelle, vous le savez, c'est qu'on a aussi perdu le primo-accédant, que la maison individuelle, malgré tout, tend vers quelque chose qui est élitiste. Alors, on se bat au quotidien, et moi, je me bats en tous les cas aussi pour pouvoir concevoir des maisons aussi pour le primo-accédant. Donc, en tous les cas, cette surface, depuis des années, elle est en augmentation. Sur les gains moyens, on a un gain Bébio qui est aujourd'hui à peu près en RT 2012 à 10% du Bébiomax. Ça nous permettait en tous les cas de concevoir ces bâtis pour être conformes, quelle que soit l'orientation, la compacité de la maison. Et puis, on avait un gain CEP à 18%. Et vous le verrez déjà dans la RE 2020 aussi, le CEP, c'est un non-sujet aujourd'hui avec les performances de nos produits et équipements.
on est largement au-dessus du CEPLM, c'est le BBiomax RE 2020 qui là effectivement est très très contraignant. Pour vous donner un exemple, c'est une maison aujourd'hui qui faisait 96 mètres carrés en zone climatique H1C. J'avais un BBio à 6% de mieux que la RT 2012, voilà, sur une maison classique compacte. Et cette maison, en fait, si vous voulez, si on l'a pas sur toutes les zones climatiques, son dégradeur d'inconfort, et bien regardez, il est très variable. En fait, on a des zones climatiques qui vont être à 852 degrés d'ordre d'inconfort, donc sur la zone bassin méditerranéen, où là, je vais être très impactée finalement sur le BBio, parce que, effectivement, je suis au-dessus des seuils de 350. On a une zone H1C qui est et une zone H1B où on se situe nous, qui effectivement qui frôle la barre des 350, qui est des fois un petit peu en dessous de 350, un petit peu au-dessus. Donc, on a une pénalisation, mais qui est légère. En gros, aujourd'hui, sur le premier seuil RE 2020-2022, ce n'est pas contraignant en soi quand on a une conception plutôt optimum. Hein, ça ne nécessite pas non plus de œuvrer énormément sur l'architecture. Par contre, au niveau du BBio, voilà, au niveau du BBio, pardon, le BBio, voilà, sur cette maison qui était à 6% de mieux que la RT 2012, on arrive à des points de BBio à aller chercher de 21, 22 points. Je vous donnerai un petit peu des idées sur comment on récupère, comment on obtient ces points de BBio. Mais c'est quand même une marche importante. Alors, c'est aussi important pour vous, c'est l'orientation. Alors ça, on le rappelle, l'orientation, alors une orientation bioclimatique, en tous les cas, comme aujourd'hui le moteur de calcul du CSTB est favorable, c'est sur des orientations de 50% sud, 0 nord, 25 est, 25 ouest. Je ne vous cacherai pas qu'avec les terrains aujourd'hui qu'on a et puis aussi qui nous reste, ce n'est pas toujours possible. En tous les cas, c'est pour vous donner l'impact d'une mauvaise orientation et d'une moyenne orientation. On peut varier très rapidement. En fait, on voit bien sur le premier seuil 3 points, on a 8, on peut aller jusqu'à 8-9 points de BBio sur certains dossiers, hein, où effectivement, à conception équivalente, une mauvaise orientation nous demandera d'aller chercher une performance supplémentaire sur le bâti. Parce que je vous rappelle, hein, ce n'est pas de changer du générateur ou changer de marque de générateur qui nous fera gagner des points sur le bâti. Donc, on va vraiment, du coup, avoir des bâtis qui sont différents suivant la plantation de la maison ou du bâtiment collectif. Alors, comment aujourd'hui on œuvre pour redonner une conformité RE 2020 à ces bâtiments? Il faut savoir qu'on a 3 parois. Il y a une paroi que je n'ai pas mis, c'est la paroi menuiserie. Alors, les menuiseries aujourd'hui, on a toujours notre double vitrage peu émissif qui est présent. On a des vitrages, des nouveaux vitrages qui sont attendus effectivement pour descendre les menuiseries sur des UW plutôt en double encore à 1, à 2. Après, on arrivera un petit peu aussi à saturation de ce qu'on peut faire techniquement. Hein. C'était comme le rendement d'une chaudière condensation. On a bien vu que rapidement, on fera plus de 110% de rendement. Là, c'est pareil sur les menuiseries. On arrive à la saturation en double vitrage, en tous les cas, avec des UW de 1,1. Donc, c'est surtout là, effectivement, dans le choix du fabricant qu'il faut s'orienter et bien ne pas regarder que le UW, mais aussi le SW et le TLW de ces menuiseries, hein, c'est-à-dire le composante qui sont intégrés dans notre calcul des bio. Voilà. Après, il nous reste 3 parois. 3 parois, mais je dirais, il y en a une, la toiture, vous rendrez vite compte qu'elle commence à être saturation de ce qu'elle peut nous apporter. Aujourd'hui, en fait, effectivement, quand on passe d'une R égale 9 à R égale 10 sur mon tableau, vous voyez qu'on va gagner 1 point de BBio. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une vingtaine de points et on voit déjà que la toiture, on arrive à saturation, 1 point de BBio. Alors, de toute évidence, vous allez vite comprendre que ce sont en RE 2020 les murs et les sols qui vont être impactés par le changement d'épaisseur et de conception. On va avoir effectivement l'association d'une maçonnerie performante et d'un isolant. On va avoir l'association en sol d'un ourdi performant, isolant et rapporter une chape flottante. Voilà, on est sur la combinaison en fait d'une double isolation sur les parois, murs et sol. Vous allez me dire, oui, mais c'est super. Donc, du coup, on va sur le plus d'isolation, plus de matière, plus de quantité. Mais est-ce que, du coup, ça ne va pas alourdir l'analyse de cycle de vie? Sur l'analyse de cycle de vie, on peut aller rajouter
Alors, volontairement, j'ai mis du PU parce que ça fait aussi scandale quand on parle d'analyse de cycle de vie. Hein. On parlera un petit peu, je pense qu'il y a plein de questions qui vont s'ouvrir à la fin de ma présentation. Donc, on passe d'un 50 par exemple, et d'un 10 de polyuréthane. On va impacter l'empreinte carbone sur le contributeur PCE parce que j'ai plus de matière, en fait. Mais toutefois, on va gagner sur le contributeur énergie parce que d'isoler plus, d'avoir une performance plus importante, on va diminuer la consommation de chauffage et ce sur 50 ans. Donc, très rapidement, en fait, on va voir que dans les évolutions des seuils à venir, on va continuer à isoler nos bâtiments puisque de toute façon, on y gagne sur l'analyse de cycle de vie globale, on y gagne sur notre consommation. Pour terminer, avant d'ouvrir sur les questions, parce que je vois 12, alors je pense qu'il y en a un petit peu. Il y a un gros parallèle aujourd'hui entre la maison individuelle et le monde de l'automobile. Comment? Je dis, ça suscite beaucoup de questions, ton intervention. En fait, effectivement, on nous demande aujourd'hui… Ouais, oui, eh bien, très bien. Eh bien, en fait, tout simplement, on est en train de se polariser dans la maison individuelle pendant des années sur notre réglementation, sur le CEP, sur la consommation. Maintenant, on donne l'ouverture comme l'automobile et on va aller chercher nos diminutions de la même façon. Vous avez vu, en l'espace de 15 ans, 38% de réduction d'émissions de la voiture. Donc, c'est effectivement, ce sont les fabricants qui sont concernés dans leur cahier des charges aujourd'hui de concevoir des voitures de plus en plus vertueuses de l'environnement. Il y a certains même fabricants qui décident de faire du 100% hybride. En tous les cas, on est sur cette thématique aussi dans le bâtiment de travailler sur les gaz à effet de serre. Et puis, je vous ai mis juste un petit focus sur la part d'hybride en France. C'est juste que, effectivement, cette réglementation environnementale n'est pas des bâtiments à énergie positive. Ça avait été évoqué effectivement il y a quelques années. On a fait machine arrière sur la position de l'énergie positive sur cette réglementation, mais soyons vigilants quand même. Au vu de l'évolution de la mobilité électrique, on pourrait quand même voir dans un contexte non réglementaire le panneau photovoltaïque présent sur les bâtiments pour pouvoir continuer finalement ce qu'on a commencé avec l'automobile dans sa maison individuelle. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Effectivement, il y a eu pas mal. Désolé, ouais. On avait quelques ralentissements en fait sur le réseau du côté de Besançon. Donc, des fois, on avait l'impression qu'Émilie était un peu au ralenti, mais je peux vous garantir que ce n'était pas Ok, donc on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Ce que je te propose, Amélie, c'est que tu ne les lis pas et je te les pose. Comme ça, tu peux te concentrer sur une question à la fois. Il y a on a compris à travers ton intervention qu'il y a il y a toujours une étude thermique à faire et il y a une nouvelle étude à faire qui est la CV. Et donc, il y a une question qui est combien ça coûte. Et puis, la deuxième question que moi, j'ajoute à ça, c'est qui fait cette étude ACV. OK. Alors, combien ça coûte concrètement aujourd'hui une analyse de cycle de vie? Ça coûte le prix que vous achetiez votre étude thermique. Je ne sais pas si c'est un professionnel, un constructeur qui me pose la question. En tous les cas, aujourd'hui, en tant que bureau d'études, moi je travaille depuis 20 ans dans la maison individuelle, on a essayé en tous les cas d'alléger la tâche aux professionnels. Donc déjà, on récupère tous vos DQE. Moi je réalise en parallèle un DQE au sein de Néo Énergie. C'est aussi pour faire de l'autocontrôle. C'était pertinent. Il faut donner aussi une valeur à cette analyse de cycle de vie. Le but, c'est de faire démystifier le sujet, mais aussi ça nous permet de faire aussi des quantitatifs en autocontrôle. Donc, on récupère tous les quantitatifs et puis ils sont faits par le bureau d'études. Hein. Au moment du BBO, au fait du dépôt de permis, moi, je vous livre un BBO et un degré d'ordre d'inconfort. Maintenant, la RE 2020 va demander l'analyse de cycle de vie au plus tard au moment du démarrage chantier. Par contre, elle n'a pas vocation pour l'instant à être demandée au dépôt de permis de construire. Et au niveau donc, du prix, je vous ai dit, il faut compter le prix d'une étude thermique. Du coup, pardon, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Peut-être d'autres personnes non plus. Le prix, c'est le prix d'une étude thermique aujourd'hui qu'on pratiquait. D'accord. Et donc, du coup, tu confirmes que c'est plutôt le bureau d'études thermiques qui est en mesure de faire l'étude. Oui, tout à fait. Ouais.
D'accord. Et il y a ensuite une autre question qui est plutôt une question globale. Tu l'as un petit peu abordée, justement. Quels sont les changements d'un point de vue documentaire et contrôle? Qu'est-ce qu'on doit fournir d'un point de vue documentaire en phase PC en déposant son permis de construire? Qu'est-ce qu'on doit faire en fin de chantier? Oui. Alors, donc, au démarrage, au dépôt de permis, vous avez une nouvelle attestation qui a été construite où vous avez toujours vos surfaces habitables, un sixième de surface vitrée. Vous n'avez plus l'exigence de l'énergie renouvelable parce que vous avez vu maintenant, c'est un CEP. Hein, donc, on ne vous demande plus, comme avant, l'eau chaude thermodynamique, le panneau, enfin voilà. Vous avez le degré d'or d'un confort dans un premier temps. L'analyse de cycle de vie ne vous sera pas demandée au permis de construire. Il vous sera demandé, en tous les cas, vous avez l'obligation, vous avez un engagement que vous allez la faire, mais elle ne sera possible pour vous de la faire si vous voulez qu'au démarrage chantier, quand vous avez directement vos déboursés, vos quantitatifs réels. En fin de chantier, toujours une attestation d'achèvement obligatoire avec directement le test de perméabilité et le test de pression en bouche. OK. Ensuite, il y a une question concernant les extensions. Donc, c'est une question légitime. Très bonne question. On a dit que sur la rénovation, ça ne s'applique pas, mais des fois, sur les rénovations, on rajoute un petit bout de neuf. Alors, sur la rénovation, ce que vous connaissiez sur l'extension de plus de 50 mètres carrés de SRT est reconduit pour l'année prochaine. Donc, on reste sous le cadre de la RT 2012. C'est-à-dire, je répète, l'extension, c'est-à-dire que dans le cas de la RT 2012, SRT inférieur en fait, à 50 mètres carrés, donc SRT, chape plus emprise des murs, du déclaratif, pas d'obligation de calcul BBio. Et si je suis une SRT de l'extension supérieure à 50 mètres carrés, entre 50 et 100, je ne vais me focaliser que sur le BBio. Concrètement, on pourrait faire l'extension avec donc, un BBio conforme, mais des panneaux rayonnants électriques. On serait malgré tout conforme, parce qu'on n'a pas d'exigence sur le CEP. Au-delà de 100 mètres carrés d'extension, je vais me focaliser et BBio et CEP. D'accord, merci. Ensuite, il y a une demande de précision concernant, tu as évoqué l'exigence d'étanchéité à l'air qui reste depuis la RT 2012. Il y a quelqu'un qui demande si le niveau de 0,6, si c'est une donnée en N50 ou en Q4. Ah, Q4, ce n'est pas N50. Mais non. Je comprends la question. Ça serait impertinent de le faire en N50. Non, mais oui, c'est du Q4. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui travaille le passif, je pense. Ouais. Et donc, il n'y a pas de changement, en fait, sur cet indicateur-là. Non, parce qu'en fait, je vais vous donner pourquoi la question a été posée. C'est que sur le passif, en fait, quand on regarde les niveaux, ça serait un Q4 à 0,16. Alors, vous voyez, quand on est à 0,6, on n'est pas champion du monde. Ouais. Mais ce n'est pas plus mal aussi parce qu'aujourd'hui, on avait quand même une défaillance de nos systèmes de ventilation. Donc, on va les remettre de la conformité sur la ventilation. Et à partir du moment où on va remettre de la conformité sur nos systèmes de ventilation, on va pouvoir de nouveau rabaisser l'étanchéité à l'air. Mais pour l'instant, les 3 ans à venir, on reste avec ces seuils. Même si la profession, honnêtement, essaye de s'en détacher. Justement, ça me permet de répondre. Il y a pas mal de questions concernant la ventilation. Donc, à la fois, comment et si la ventilation double flux est prise en compte ou valorisée par la RE 2020, si la ventilation naturelle est possible. Et puis même une question, même s'il me semblait avoir entendu dire la réponse, si la ventilation double flux permet de répondre aux exigences de BBU. Donc, ça faisait 3 questions en une. Bon. OK. Alors, la ventilation double flux est prise en compte dans le calcul RE 2020. Elle n'est toujours pas valorisée au niveau qu'elle devrait être. Mais toutefois, honnêtement, j'encourage la profession à aller sur le sujet. Quand on voit l'évolution aujourd'hui de l'alimentation bio en France, ce n'est plus un magasin centre-ville, c'est devenu porté par des grosses enseignes. Alors, faux ou vrai bio, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui chez le Français de ce qu'il mange et aussi de ce qu'il respire. Donc, je crois beaucoup aussi à l'évolution de la double flux thermodynamique parce que qu'est-ce qui va se passer entre la RT 2012 et la RE 2001 ? On va diminuer les déperditions.
Je vous donne un exemple. J'ai fait un calcul sur une maison de 100 mètres carrés à -10. Avant, j'avais un besoin de 5000 watts à -10. Aujourd'hui, j'ai un besoin de 4000 watts avec mon seuil 2022. Qu'est-ce qui va se passer en 2025-2028? Et quand je dis 4000 watts à -10, ça veut dire que j'ai besoin de 3000 watts à 0 et plus que 2000 watts à 10 degrés. Et là, en fait, ce qui va se passer, clairement, c'est qu'on va avoir effectivement des générateurs qui vont devoir être de plus en plus réactifs. Et puis, la double flux thermodynamique, souvent, on me disait, les professionnels disaient oui, mais en fait, comme on le met dans des grosses maisons, on n'avait pas la double flux thermodynamique, il faut des besoins très faibles, 3-4 kilos. Là, on va arriver de plus en plus dans la maison individuelle à des puissances qui vont rendre complètement légitime la double flux thermodynamique. Alors, je pense que c'est un sujet, et en plus, c'est le seul sujet c'est la seule ventilation qui va nous permettre de faire la réelle qualité d'air intérieur. La ventilation naturelle, je suis désolée, non, n'est pas intégrée, clairement. Aujourd'hui, en France, vous savez très bien qu'on a des débits d'hygiène qui sont toujours de 82, hein, mais qui sont réglementés, donc non. Et la dernière question, c'était sur la ventilation. C'était si la ventilation double flux pouvait avoir un impact sur le BBO. Oui, c'est un impact sur le BBO, tout à fait, mais pas à la hauteur de ce que la profession, je pense, on aimerait. Alors, il y a aussi une question… Et les contrôles, il n'y avait pas une question sur le contrôle de la ventilation, non? Non, mais si, on peut… Je pense qu'on va… Alors, de quelle façon, en fait, on va mettre en fait un appareil de mesure qu'on va cibler au milieu de la bouche d'extraction, et puis on va pouvoir calculer la pression et donc en déduire le débit de la bouche d'extraction. Et à partir de là, il faut qu'elle soit supérieure, en tous les cas, 80 pascal. Si on n'a pas la valeur, on n'a pas la conformité. Il y a aussi une question concernant la pertinence de l'indicateur 1/6 de la surface vitrée. Et la personne demande si ça ne serait pas plus pertinent d'avoir une étude d'éclairement naturel systématique. Ah, ouais, oui. Oui, si on peut, oui, clairement. Mais si on dit ça dans le bâtiment, alors que déjà la profession se plaint de tous les contrôles, toutes les réglementations et qu'on rajoute cette étude, mais oui, je suis d'accord avec la personne. Okay. D'autant plus qu'encore la maison individuelle, mais quand on va travailler sur le tertiaire, où l'éclairage est un poste de consommation très, très important par rapport à l'habitat, je suis d'accord. On va voir, il y a des nouvelles questions qui continuent à arriver. Je vais poser une question qui était arrivée tout au départ, justement concernant, c'était suite à mon annonce que la RE 2020 ne s'applique qu'au projet neuf. Et du coup, il y a une personne qui dit pourtant les logements anciens sont plus énergivores. Et est-ce qu'on n'améliore pas les logements existants? Alors, moi, je vois bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a une réforme du DPE avec les polémiques qu'il y a eu derrière, du 1er juillet de cette année. Clairement, on a fusionné l'étiquette énergie et l'étiquette climat. Je ne sais pas si vous les avez vues. Et en fait, à partir de là, donc avant, j'avais l'étiquette énergie, donc effectivement, mon CEP. Et puis l'étiquette climat, c'était cette étiquette violette qu'on ne voyait que dans les agences immobilières, que le grand public n'avait pas forcément pris conscience. Et là, en fait, on les a fusionnés et on détermine la lettre avec la valeur la plus défavorable. C'est pour ça qu'en préambule, je disais, on a au 1er juillet certainement déclassé des bâtiments, des patrimoines immobiliers, parce qu'en fait, le gaz a une donnée environnementale qui n'est pas très bonne. Et du coup, quelqu'un qui avait une chaudière condensation qui pouvait être classe énergétique B sur l'énergie, parce que c'est condensation, eh bien, par la donnée environnementale, peut se retrouver en classe énergétique maintenant C depuis le 1er juillet. Donc, il y a vraiment, effectivement, on va donner du poids à cette étiquette énergétique. Et sur la réno, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Clairement, 2025, vous avez vu tout ce qui est logement F ou G interdit à la location. Et puis aujourd'hui, en France, ce qu'on veut pousser, c'est la rénovation globale, avec l'obligation, effectivement, quand on est sur les bâtiments et qu'on va enclencher de la partie travaux, d'utiliser l'audit énergétique. Donc voilà, je crois qu'en France, effectivement, on a… Alors, qu'en est-il de la rénovation?
c'est qu'on va plutôt freiner la rénovation étape par étape, hein, le changement de menuiserie, puis après le calorifugage, comme on voyait, mais plutôt on veut la structurer en disant, quand on va sur le sujet de la rénovation, on veut une rénovation globale. Voilà. C'est plutôt le travail qui est mené. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on peut interdire, on peut très fortement réglementer une construction neuve par des règles applicables au dépôt de permis de construire. Par contre, le Français moyen qui est chez soi dans sa maison, on ne peut pas lui imposer des travaux chez lui. On peut interdire la location, comme tu disais. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qui est fait, c'est d'inciter des travaux par les très nombreuses aides financières qui sont là. Donc, la façon de s'y prendre pour inciter des travaux de rénovation est différente. Ce n'est pas autant réglementaire que incitatif. Oui, puis je pense qu'il y a une notion de valeur verte qui va rentrer en France. Il y a une étude des notaires qui est sortie où on a commencé à avoir des décotes sur certaines typologies de classes énergétiques, de lettres. Alors aujourd'hui, c'est rien, c'est 3%, c'est marginal. Puis on a un marché qui est très porteur en ce moment. Hein. On n'arrive pas à trouver de bien dans l'existant. Mais en tous les cas, on commence à voir les prémices d'une cote et des cotes vertes dans le bâtiment. Donc, ça peut aussi aujourd'hui pousser les gens, en tous les cas, à la rénovation pour ne pas avoir une dévalorisation de leur patrimoine immobilier. Ok, très bien. On commence à toucher au bout des questions et on s'approche aussi à l'heure de fin de notre rendez-vous. Je voudrais te poser une dernière question qui mérite une réponse un peu détaillée, je pense, ce qui nous ramène aussi au sujet de ce soir, c'est-à-dire la RE 2020. Donc, je la lis, la question. La construction bois offre une meilleure étanchéité à l'air, la laine de bois un meilleur déphasage, l'ensemble une meilleure ACV, mais une moins bonne inertie. Donc, comment s'en sort-elle avec la RE 2020, notamment par rapport aux exigences de confort? Oui. Moi, je travaille avec un constructeur qui fait l'ossature bois, qui fait une quinzaine de maisons. Passage RT 2012, RE 2020, impact bâti 0. Pourquoi? Parce que dans sa conception, isolation intérieure, isolation extérieure, on avait déjà des résistances, en fait, d'isolants qui étaient très performantes par rapport au traditionnel dans son cas. Hein, je ne fais pas une généralité. Ensuite, bâtiment ossature bois, très compact. Souvent, effectivement, on a une structure qui est très compacte, donc valorisée. Toutefois, quand je vais présenter ces résultats, degré d'heure d'inconfort, il est sur la Franche-Comté, 1230 degrés d'heure d'inconfort pour le seuil de 1250. Donc, pénalisation BBio. Parce que, effectivement, ce calcul de degré d'heure, il a une lacune, c'est que dans les 4 composantes que je vous ai montrées, il n'y a pas le déphasage. J'ai déjà sollicité des industriels aujourd'hui pour leur dire qu'il faut œuvrer rapidement en 2025 pour qu'on puisse prendre en compte le déphasage dans le calcul. C'est un calcul trop statique à mon goût, ce degré d'heure d'inconfort. Donc, ça se comporte très bien, honnêtement, parce qu'on est sur des niveaux d'isolation qui étaient déjà au-delà de la RT 2012. Attention, vigilance aujourd'hui sur l'inertie qui nous pénalise sur les degrés d'heure. J'ajoute une question que j'ai eue lors de notre intervention sur la RE 2020 aujourd'hui. Ce degré d'heure, ça se calcule où dans la maison? C'est une moyenne sur l'ensemble des pièces de la maison? C'est la pièce la plus pénalisée? C'est une moyenne. C'est une moyenne dans la maison. Très bien. Et avec cela, moi avec l'utilisation d'occultants, hein, de faire un scénario de fermeture et d'ouverture des occultants de façon pédagogique, quoi. Oui. Et une surventilation naturelle la nuit aussi. Très bien. Écoute, je te remercie pour l'ensemble de ces réponses. Donc, on va arriver au mot de clôture et je vais reprendre le partage de l'écran. Et si tout va bien, vous voyez maintenant plutôt mon écran. Et c'était pour vous indiquer les quelques ressources. Donc, c'est nouveau, toujours la RE 2020 pour tout le monde, même si la mise en application est imminente pour les maisons notamment. Et il y a des autorités qui accompagnent les professionnels. Donc, vous pouvez bien entendu
surtout vous adresser au bureau d'études thermiques comme Émilie qui sont experts et qui ont trituré les nouveaux moteurs de calcul dans tous les sens en faisant des études de cas. Si vous voulez prendre un peu de hauteur et un peu de lecture sur le sujet, il y a un site qui s'appelait avant RT Bâtiment, mais qui s'appelle plus et ça s'appelle plutôt RERT Bâtiment maintenant, où vous pouvez trouver l'ensemble des documents, des accompagnements qui sont mis en place. Il y a le CEREMA qui a fait un guide RE 2020. Ils ont aussi fait un article très détaillé. Et surtout, ce que je peux vous inciter à faire, il y a des cours gratuits en ligne. Donc, ça s'appelle des MOOC. Donc, c'est simplement des cours gratuits en ligne. Il y a une deuxième session du MOOC RE 2020 du CSTB qui démarre le 30 novembre. On peut s'y inscrire jusqu'au 30 décembre. Et c'est simplement un module qui dure même pas 1 heure par semaine. C'est des petits modules de films qui durent 2-3 minutes. Donc, on peut les placer un peu quand on veut dans la journée qui permettent de bien comprendre ces indicateurs. Donc, c'est vraiment très accessible comme méthode d'information. Et puis, pour terminer, je voulais vous dire en résumé, si vous avez aimé le rendez-vous de ce soir, c'est le c'est le 3e rendez-vous d'une série de 4, pardon. Donc, nous avons déjà fait 2. Un premier rendez-vous justement sur la rénovation performante. Et on a fait un 2e rendez-vous sur le réemploi des matériaux dans le bâtiment. Et puis, donc, le rendez-vous de ce soir. Donc, l'ensemble de ces rendez-vous sont disponibles en replay, les supports et les interventions. Et puis, nous avons un dernier rendez-vous de l'année, le 9 décembre, le même horaire que ce soir, sur les matériaux biosourcés. Donc, il y avait une question à laquelle on n'a pas pu répondre parce que malheureusement, on n'a pas pu répondre à exactement toutes les questions, mais sur les matériaux biosourcés. Donc, effectivement, les matériaux biosourcés ont un plus faible impact carbone, un plus faible impact environnemental que les matériaux dits classiques. Donc, c'est favorable à utiliser. Donc, venez nous écouter avec les spécialistes concernant les matériaux biosourcés le 9 décembre. Et avec cela, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Donc, je vous remercie de vous être connectés nombreux, de votre attention, et je vous dis à bientôt. Et donc, merci à Émilie pour son intervention aussi. Merci, Émilie. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.